Alors, quelle est votre lecture justement de la situation? Vous qui avez vécu alors un autre danger, c'était le danger terroriste, et il a été terrible, il a été dramatique. En même temps, là, ce à quoi on assiste après des années de politique de la ville, des années d'attention à ces quartiers, mais aussi de problèmes, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? D'abord, je pense que l'attention n'a pas été soutenue dans la durée. Souvenez-vous de l'épisode de la présentation du plan par Jean-Louis Borloo, le sort qui a été réservé à Jean-Louis Borloo et à son plan, les interrogations qui en ont résulté. On ne peut pas s'intéresser à ces territoires simplement au moment des élections, en oubliant le sort qui leur est réservé après que les élections ont eu lieu, et en donnant le sentiment sur des sujets très importants et très structurants, la relation à l'urbanisme, les opérations de démolition, de reconstruction pour réussir la mixité, le renforcement de la présence des services publics et notamment du service public de l'éducation. C'est par l'école, l'éducation qu'on parviendra durablement à permettre à tous ceux qui vivent dans ces quartiers, qui sont parmi les plus jeunes, d'accéder à l'emploi, à la connaissance. Mais on n'a pas fait assez, vous dites. Je pense que sur le plan de la présence des services publics et notamment sur la présence de l'école, le soutien aux enseignants, non, on n'en a pas fait assez, pas suffisamment dans la durée, et on ne peut pas laisser ces quartiers avec des services publics qui disparaissent les uns après les autres entre les mains d'acteurs qui ont une conception de l'ordre républicain qui n'est pas tout à fait le nôtre. Donc oui, il faut reprendre en main ces quartiers, au sens où il faut réimplanter dans ces quartiers la République et ses services, la République et ses valeurs, la République et son autorité, et il faut le faire en liaison étroite avec ceux qui y vivent. Parce que ma conviction profonde, pour avoir été maire d'une ville où il y avait des quartiers que l'on appelle difficiles, à Cherbourg, et pour avoir été ministre de l'Intérieur, c'est que les habitants de ces quartiers sont les premiers à demander à ce que l'ordre républicain puisse l'emporter sur toute autre considération et qui souhaitent la présence des services publics. Et si l'on veut faire en sorte que ces quartiers n'aient pas le sentiment de la relégation, de la discrimination, et si l'on veut que ces quartiers prennent leur pleine et entière place... Sentiment justifié, dites-vous, ou au contraire certains disent mais non, on a déversé des milliards et il y a une poignée de voyous qui sont anti-France, oui, entre guillemets. Vous savez, on est l'un des pays qui a la dépense publique la plus importante de l'Union européenne rapportée au PIB, et on a pourtant des services publics qui dysfonctionnent complètement. Donc c'est pas le niveau de la dépense ou le niveau des milliards mobilisés qui fait la réussite d'une politique. C'est la cohérence de l'action qui est menée. Et dans ces quartiers-là, il y a une volonté des habitants de faire en sorte que l'ordre républicain puisse régner. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premières victimes du désordre, ils sont les premières victimes de la violence, et faire respecter l'ordre républicain, puisqu'il y a tout un débat sur la police, sur son rôle, etc. Ça veut dire que d'abord il faut qu'il y ait des policiers en nombre dans ces quartiers. Et on a beaucoup évoqué la police de proximité en regrettant qu'elle ait été supprimée, et à juste titre d'ailleurs. On a eu raison de s'indigner du fait qu'elle ait été supprimée, parce que la police de proximité crée avec la population une relation tout à fait différente de celle qui existe aujourd'hui. Mais pour recréer la police de proximité, quand il y a eu la révision générale des politiques publiques, la suppression d'effectifs en nombre qui ont d'abord affecté ces quartiers, il faut recruter des policiers. Il ne s'agit pas simplement de recruter des policiers, il faut les former. Oui. Vous avez été surpris ou choqué par ce fameux tract du syndicat Alliance et UNSA Police qui était très violent et qui... Je pense que ce tract est tout à fait inapproprié dans son ton et dans son contenu. Et il m'est arrivé, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, d'avoir des conversations franches et un peu frontales avec certaines organisations syndicales de la police, lorsque ce type de propos ou ce type de discours était tenu. Parce que le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est bien entendu de garantir aux policiers et aux gendarmes qu'ils pourront accomplir leur mission correctement, mais de ne pas accepter ce type de dérive. Mais quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que je vous explique d'abord ce que contient ce texte. C'est ce que j'ai dit. Ensuite, vous avez toute une série d'acteurs qui ont des agendas politiques qui sont assez peu liés à ce qu'est l'intérêt supérieur de la nation. Et vous venez de faire référence aux mots qu'ils utilisent, aux raccourcis dont ils procèdent, aux mises en cause personnelles. Parce que, vous savez, dire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années, Bernard Cazeneuve, celui qui a organisé l'assassinat de Rémi Fraisse, l'auteur du permis de tuer, ça n'est rien d'autre que de désigner une cible dans un contexte de violence extrême,
à ceux dont on a vu qu'ils étaient capables de violence. C'est ça qui est fait. Est-ce que vous voulez porter plainte d'une certaine façon, Moi, je suis un républicain. C'est-à-dire, ce que fait Jean-Luc Mélenchon avec ses équipes à mon encontre me conduit à faire des mises au point politiques comme je l'ai fait sur votre plateau. Mais moi, je ne ferai jamais à l'encontre de Mélenchon et de ses équipes ce qu'ils font à mon encontre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de république là où il n'y a pas de respect, là où il n'y a pas d'altérité. Et ceux qui sont victimes de la violence des autres, verbale, doivent, dans les principes qu'ils convoquent, utiliser d'autres moyens précisément pour faire en sorte que l'apaisement soit possible. Sinon, toutes les digues vont sauter. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire sauter toutes les digues pour créer les conditions de l'affrontement généralisé. Or ça, quel est le républicain qui peut le souhaiter ? D'abord, j'ai exercé des responsabilités au ministère de l'Intérieur dans un contexte extrêmement difficile, celui des attentats de 2015, évidemment. 2015, bien sûr. Et je sais à quel point cette fonction est difficile et combien celui qui l'exerce, quelle que soit sa sensibilité politique, est toujours attaqué de toutes parts. Et j'ai mesuré pendant les jours qui viennent de s'écouler à quel point le contexte était, pour tous ceux qui sont en charge du respect de l'ordre public, compliqué. Donc il ne faut pas compter sur moi, par esprit de responsabilité, précisément parce que j'ai été en charge de ce ministère, pour faire des commentaires hasardeux concernant l'action de l'actuel gouvernement, même si je suis dans l'opposition. Quant à la stratégie qui a été arrêtée par le gouvernement, qui était celle de la présence des forces de l'ordre et des interpellations, elle me semble avoir donné les résultats escomptés pour l'instant. Bien entendu, il faut maintenir le niveau de vigilance, il faut rester extrêmement mobilisé, mais je pense qu'il serait tout à fait, encore une fois, hasardeux et de mauvaise foi que d'aller critiquer l'action qui a été conduite au cours des derniers jours sur ce point particulier du rétablissement de l'ordre, alors que notre pays était confronté à des violences extrêmes. La France insoumise vous a mis en cause. Vous a mis en cause assez clairement. Oui, mais c'est de la routine pour moi. Vous savez, c'est comme ça tous les jours. On va venir sur l'interprétation. Enfin bon, ils sont allés directement pour dire que la loi de février 2017 relative aux conditions d'ouverture du feu par les policiers était un permis de tuer. Qu'en quelque sorte, comme vous étiez Premier ministre à ce moment-là et que vous avez assumé en quelque sorte cette loi, vous en êtes responsable. Alors cette loi, on va en voir un petit extrait, évidemment, c'est ce fameux article 435.1 dans lequel les policiers peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations, autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas. Merci. À l'ordre d'arrêt, et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à l'intégrité physique ou à celle d'autrui. Bon, alors, il y a l'idée qu'il faut que ce soit en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, ça c'est clair. En même temps, quand vous l'avez faite, cette loi, elle était aussi relative à ce qui s'était passé le 14 juillet, sur la promenade des Anglais, quand il y avait des attentats avec des voitures qui n'obtempéraient pas. Et donc, on voit bien la nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, voyant l'augmentation des situations où les conducteurs n'obtempèrent pas, est-ce qu'il faut revoir cette loi ? Est-ce qu'il faut l'adapter ? Est-ce qu'il faut la réévaluer ? Bon, c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement précis, parce que je lis et j'entends sous la plume de certains... J'ai donné quand même le contenu principal. Sous la plume de certains de vos confrères ou de responsables politiques, des choses bien approximatives. Les policiers bénéficiaient de la légitime défense que je qualifierais de droit commun, c'est-à-dire proportionnalité... péril éminent, nécessité d'agir dans le cadre des principes qui régissent la légitime défense. Les gendarmes, eux, bénéficiaient d'un texte qui définissait les conditions dans lesquelles ils pouvaient intervenir. La Cour européenne des droits de l'homme, suivie en cela par la Cour de cassation, a considéré que les conditions d'intervention des gendarmes n'étaient pas conformes au contenu de la Convention européenne des droits de l'homme, et la jurisprudence a dit les gendarmes ne peuvent pas bénéficier de ce texte, ils doivent bénéficier des principes qui régissent la légitime défense. Et à partir de ce moment-là, les policiers qui avaient demandé à bénéficier du régime des gendarmes se sont entendus dire par votre serviteur, la jurisprudence a aligné les choses. Mais il s'est passé un certain nombre d'événements. Il s'est passé le péril meurtrier, attentat de novembre 2015,
ce qui a présidé à la loi de juin 2016. Le Bataclan, bien sûr. Puis il y a eu Nice, avec une autre forme de périple meurtrier, ce véhicule lancé sur une foule qui tue 86 personnes. C'est quand même un sujet que, quand on est ministre de l'Intérieur, on prend en compte. Et donc il y a eu la loi de février 2017, qui en réalité ne change rien à ce qu'est l'état du droit, c'est-à-dire la légitime défense implique le péril, la proportionnalité, etc. Et le texte précise les conditions dans lesquelles ce principe, à droit inchangé, doit pouvoir se mettre en œuvre dans des circonstances particulières qui résultent de ce que nous avons vécu au moment des attentats terroristes. Bien sûr. Donc, si vous voulez, nous avons introduit dans la loi les principes de la jurisprudence et de la légitime défense tels qu'ils existaient avant que ce texte ne soit élaboré, en tenant compte des circonstances particulièrement violentes qui s'étaient présentées au peuple français. Mais pourquoi? je vous dis aujourd'hui... Pour permettre au peuple... Non mais bien sûr, mais